Pendant qu'Elisabeth met sa présentation, juste un petit mot. Donc Elisabeth est infectiologue et elle est maintenant à l'HAS, présidente de la commission technique des vaccinations. Donc ça nous paraissait important qu'elle puisse être là aujourd'hui, d'autant qu'on avait demandé un représentant de la HAS pour les ateliers de chiens et que personne n'était venu. Donc merci beaucoup Elisabeth d'être là. Merci de votre invitation. Effectivement, je n'étais pas à Gien, je le regrette beaucoup parce que ça avait l'air d'être très sympathique. Et puis, je vais voir, il y a beaucoup de choses qui avaient l'air très intéressantes. Alors, c'est pour ça que mon intervention est peut-être un petit peu naïve parce que je n'ai pas participé au débat. Bien sûr, je suis président de la CTV, ce qui me donne théoriquement des avantages pour parler de ce sujet que je suis censée connaître, mais la commission technique de vaccination, je vais en parler un petit peu à travers ce que je vais montrer là. Quelques mots on va peut-être passer la première diapo. Ce que je veux dire, c'est que la suivante, c'est moi qui passe. Oui, pardon, excusez-moi, sur le verre. Non, ah oui, ça, c'est ce qu'on voudrait. C'est pas ça, il me manque... Voilà. La CTV, c'est surtout le quoi. Hein, c'est pas le quoi, c'est le quoi surtout, et c'est un peu le pour qui, c'est-à-dire quel vaccin et pour qui ces vaccins. Mais finalement, à la CTV, on fait assez peu d'intervention sur le comment. Or ici, on est beaucoup là pour le comment, c'est l'acceptabilité vaccinale, c'est la question du comment on fait pour que ces vaccins soient effectivement effectués et réalisés. Et on se pose beaucoup trop de questions, à mon avis, on fait pas assez le lien entre justement le quoi et le comment, parce que je pense que les deux sont finalement extrêmement liés, hein, et on ne peut pas réfléchir à quoi sans savoir comment, et inversement. Donc je pense qu'on a peut-être, au niveau de la CTV, pas assez cette réflexion, et c'est pas seulement la réflexion qu'on n'a pas, mais c'est peut-être aussi on n'a pas beaucoup les leviers, parce que nous, on nous demande simplement de faire nos recommandations, mais on ne nous demande pas beaucoup de comment faire appliquer ces recommandations et comment est-ce qu'elles passeraient, disons mieux, comment est-ce qu'elles seraient mieux entendues, même si on met souvent avec nos recommandations un certain nombre d'avis. Vous connaissez certainement tous le site de la Haute Autorité de Santé et vous allez trouver des rapports qui font 40, 50, 60, 70 pages. Et je pense que malheureusement, ils sont malheureusement, enfin pas malheureusement, je ne sais pas, enfin ils sont relativement peu lus, en tout cas dans leur intégralité, et peut-être les éléments essentiels sont peut-être pas suffisamment visibles, et je pense que c'est un peu noyé dans beaucoup de mots, beaucoup de passé, c'est-à-dire qu'on est beaucoup accroché à, vous savez, à l'analyse de la littérature, et donc il y a beaucoup de temps sur l'analyse de la littérature, mais il y a assez peu de temps sur justement le pourquoi et le comment de ce qu'on peut faire nous ici en France concrètement. Donc ça c'est un des problèmes de la CTV. Alors ça je m'étais amusée, j'étais aux États-Unis il y a 6 mois et dans un grand magasin pour acheter tout à fait autre chose. Je suis tombée là-dessus et je me suis dit, voilà, effectivement, ce à quoi on pourrait peut-être arriver dans ce pays, en France, c'est que finalement, on va acheter des fruits et on se fait vacciner contre, vous voyez, ça peut aller la pneumonie parce qu'il y a un type qui vous propose de vous vacciner, c'est extrêmement facile. Et tout ça est très simple, mais effectivement, c'est peut-être à avoir en tête, c'est quelque chose qui fait partie des projets, des propositions que vous avez faites. Donc, pour revenir aux propositions, ce que j'ai pu en entendre et ce qui me semble clair, et après je dirais en quoi je pense peut-être que la CTV peut jouer un rôle ou ne pas jouer un rôle, c'est d'abord que je pense que c'est effectivement absolument indispensable et qu'on ne peut pas continuer à faire vraiment un programme de vaccination si on n'a pas des systèmes d'information. Et on ne peut pas conduire un véhicule sans tableau de bord et on ne peut pas faire une politique vaccinale sans recueillir des données, les analyser et retourner ces données à la fois au prescripteur et à l'utilisateur. Tout ça est évident. Le carnet de santé est actuellement le seul outil, disons, universel en France et il est tout à fait insuffisant. Donc là-dessus, je n'ai pas tellement de commentaires à faire, si ce n'est qu'au niveau de la CTV, on insiste toujours sur ce point. Mais bien sûr, l'avantage de la CTV, c'est qu'au sein de la CTV, vous avez des membres de toutes sortes d'instances, dont
la caisse primaire, enfin les instances de la sécurité sociale, qui peuvent entendre cette demande, mais bien sûr, ce n'est pas nous qui faisons que ces systèmes d'information vont exister, mais enfin, comme vous l'a dit Odile, on est quand même assez rassuré maintenant sur le fait que le carnet de vaccination sous un format électronique sera introduit dans le DMP, et que à partir de là, je pense qu'il pourrait y avoir un vrai système d'information qui fonctionne et qui nous permette d'avoir ce fameux tableau de bord dont on a besoin. Deuxième chose, effectivement, dans ce qui a été recommandé, c'est de multiplier les lieux de vaccination, de les rendre les plus faciles d'accès possible, et c'est-à-dire que de saisir les occasions de vacciner à chaque fois que c'est possible, de le faire en un temps si on peut, c'est-à-dire que au lieu d'avoir, comme l'a dit Odile aussi tout à l'heure, la prescription, aller chercher le vaccin, revenir, etc., tout pourrait se faire en un temps et en un lieu. Et une chose qui me semble moins importante, c'est la question du déboursement de l'argent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal d'études, quelques études qui ont quand même montré que le fait d'avoir à débourser l'argent pour payer le vaccin, c'est un frein à la vaccination. Si cette étape-là pouvait être supprimée, je crois que ce serait une excellente chose. Bien sûr, c'est que quelqu'un paiera par ailleurs, mais pour la personne, l'individu, certains vaccins sont assez onéreux. Je pense que ça représente un frein important à la vaccination. La question de la formation, elle est importante. Je ne vais pas revenir dessus. Les médecins, les pharmaciens, dans leur nouvelle mission, ils vont avoir droit à des formations qui sont en train de se mettre en place. Les infirmières, les sages-femmes. Mais j'ai mis en rouge les gestionnaires hospitaliers, parce que je me suis aperçue quand on a essayé de faire un travail avec l'ARS Île-de-France notamment, et un autre travail avec Judith Muller sur la problématique des vaccins à l'hôpital, mais on s'est aperçu qu'un des freins essentiels, c'était celle des gestionnaires hospitaliers qui ne comprenaient absolument pas pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir des vaccins à l'hôpital dans leur logique de soins par opposition à prévention. Et je pense que là, il y a réellement, c'est de la formation, de la sensibilisation, il y a des choses extrêmement importantes à faire par rapport à ce monde de l'hôpital qui a une logique qui est tout à fait anti-vaccinale, si je peux me permettre. La question du coût, j'en ai parlé, je pense que c'est un point important, mais je passe. La question de l'élargissement, elle est importante, et je crois qu'effectivement, il faut saisir tous les sites possibles. L'hôpital, moi, dans l'hôpital où je travaille encore maintenant, qui est l'hôpital Bichat, on a les vaccins. Je veux dire, la difficulté, c'est de les faire en consultation, mais en centre de dépistage, on a un centre de dépistage à Bichat, où on vaccine, on a tous les vaccins qu'on veut. C'est-à-dire qu'on les achète, on l'a mis dans le budget du Cégide, et on vaccine. En maternité, on a fait vacciner aussi. Et en service de maladies infectieuses, on vaccine aussi. Bon, mais effectivement, la question, c'est plutôt... Quand les gens sont hospitalisés, ça pose aucun problème. C'est toujours dans cette logique. La personne qui consulte, on peut le vacciner, mais la prise en charge n'est pas complète. Elle est équivalente à celle d'un autre site, mais elle ne donne pas lieu à gratuité, sauf si on a un centre de vaccination, comme c'est le cas des Cégides qui ont comme mission de vacciner. Donc là, je pense qu'effectivement, il faut élargir beaucoup ça, il faut convaincre les gestionnaires hospitaliers de l'intérêt de le faire, et arrêter de raisonner toujours nous, on fait du soin, on ne fait pas de la prévention, etc. Je pense que l'hôpital, il faut qu'il commence à s'ouvrir à d'autres choses, qu'ils comprennent qu'autour des malades, il y a de la prévention, et que tout ça va ensemble, et qu'on ne peut pas raisonner tout le temps en soins curatifs et en prévention différentes. Alors, les vaccinateurs, il y a quand même pas mal d'efforts qui ont été faits, et là, la CTV joue un petit rôle dans l'élargissement des vaccinateurs, des compétences d'un certain nombre de professionnels vers les pharmaciens, vers les infirmières et vers les sages-femmes. Donc, dans les propositions que vous avez faites, quelles sont celles qui concernent directement la CTV? Je pense que la simplification du parcours vaccinal, on vient de le voir à travers ces propositions. Le développement de la formation et de l'information des professionnels du public, les systèmes d'information, la multiplication des opportunités, la disponibilité des vaccins et la prise en charge. Le rôle de la CTV là-dedans, me semble-t-il, au sein du programme de la CTV de cette année, on a l'élargissement des vaccinations à d'autres professionnels. Vous savez que, Odile en a parlé, les
pharmaciens maintenant, et à partir du 1er avril, partout en France, pourront vacciner contre la grippe. Les résultats sont intéressants, mais il est probable qu'il y a quand même eu un déplacement des vaccinations. Les gens qui se sont fait vacciner pour la première fois là, ou même qui se sont refait vacciner contre la grippe par leur pharmacien, avaient probablement été vaccinés par leur médecin l'année d'avant. C'est-à-dire que ça a déplacé, en termes de couverture vaccinale, l'impact est assez faible. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un meilleur impact, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression d'avoir tellement gagné en nombre de personnes. On a gagné en nombre de personnes parce que la population éligible à la vaccination grippale a augmenté du fait simplement de l'évolution de la cohorte d'âge. Et donc, il y a, semble-t-il, peu d'impact sur la couverture vaccinale. Néanmoins, c'est certainement quelque chose à faire, et surtout à élargir à d'autres vaccins. Et ça, la CTV va rendre un avis là-dessus cette année, en 2019, sur quels vaccins pourront être faits par les pharmaciens dans leur pharmacie d'officine, autre que le vaccin grippal. Et donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire quelle sera la réponse de ça, mais c'est un avis qui sera rendu courant 2019. Information, alors, là où le rôle de la CTV peut jouer, à mon avis, c'est que, comme je vous le disais, je pense que, et je l'ai remarqué récemment, la visibilité des recommandations et des avis de la CTV ne me semble pas suffisant. C'est-à-dire, je pense qu'il faut réellement que ça paraisse plus clair, plus argumenté et peut-être plus lisible par tout un chacun, par les professionnels de santé, que ce soit des messages plus accessibles et plus percutants. Je pense qu'effectivement, la façon de produire et de rapporter des résultats qui est celle de la HAS est quand même souvent un petit peu, comme je vous disais, un petit peu lourde, un petit peu, et en plus, pas forcément très visible. Donc, on est en train de travailler au sein de la HAS pour savoir comment améliorer la visibilité des recommandations de la CTV, et même pas seulement dans les recommandations, mais aussi dans les avis qu'on peut donner ou les questions qu'on peut se poser. Je pense qu'il y a certainement des réflexions qui pourraient intéresser et qui pourraient être utiles aux professionnels de santé. On peut en fait aussi s'auto-saisir, théoriquement. Alors ça, c'est aussi un vœu pieux, c'est-à-dire que théoriquement, moi j'aimerais beaucoup qu'on s'auto-saisisse sur des tas de sujets que vous avez abordés. Le problème, c'est qu'on a une telle quantité de saisines, extra-saisines, si vous voulez, que arriver à faire en plus des auto-saisines, c'est assez difficile. Mais je pense malgré tout que sur les questions de communication et de visibilité, je pense qu'on va pouvoir avancer. En termes d'indicateurs, je pense qu'on peut agir. Vous savez qu'à la HAS, on est très connu pour fabriquer des indicateurs, notamment pour les établissements hospitaliers, mais pas que pour les établissements hospitaliers. Alors, d'une part, savoir que pour ce qui concerne les établissements, eh bien, il y a déjà, on relève déjà l'indication sur la couverture vaccinale grippe des professionnels de santé, que c'est intégré dans un certain nombre d'indicateurs, et que dans la future certification qui démarrera en 2020, cet indicateur sera mis beaucoup plus en valeur, et ce sera un indicateur fort pour les établissements de santé. On peut imaginer aussi que, de la même manière, la couverture vaccinale de la patientèle des médecins de ville puisse être un indicateur qui puisse être relevé, et ceci est éventuellement en discussion au niveau de là, c'est pas tellement la CTV, c'est plus d'autres services de la Haute Autorité de Santé. La HAS aussi, à partir du moment où on se pose des questions sur le comment, on peut, comme vous l'avez suggéré, demander et aider à faire réaliser un certain nombre d'études, notamment des études sociaux en matière de sens social, et justement sur l'acceptabilité, sur la pertinence, sur la façon dont sont acceptées ou non un certain nombre de recommandations. Et là, je pense que d'ailleurs, par exemple, on va se saisir de la question de la vaccination HPV chez les garçons. Vous savez, c'est un sujet qui est très sensible, et on le fera après avoir réalisé une enquête d'acceptabilité auprès de la population, et notamment de la population qui
a en son sein des jeunes garçons, des jeunes filles, ou les deux. Et donc on va faire cette étude avant de ressaisir la CTV sur ce sujet. Et je pense effectivement que la CTV a un certain nombre d'atouts pour améliorer, disons, l'acceptabilité dans le sens de sa crédibilité. Alors là, je viens un peu plaider pour des points qui concernent la HAS et qui me paraissent importants, que c'est le fait que la HAS est quand même, et la CTV, considérée comme une structure indépendante, avec des liens d'intérêt contrôlés, comme on sait que beaucoup de la défiance anti-vaccin vient de la perception que les gens ont qu'il y a une collusion entre les autorités de santé et l'industrie pharmaceutique. Je pense que la position de la CTV peut être extrêmement importante parce que justement, elle vient apporter une position neutre par rapport à ces possibles liens d'intérêt, que c'est une instance où il y a des pluriprofessionnels et qui représente différents types d'usagers, différents types de professionnels et des usagers. Et là, je crois que c'est extrêmement important aussi pour la crédibilité de la CTV. Qu'elle rassemble aussi plusieurs acteurs institutionnels qui ne sont pas forcément toujours tous rassemblés autrement, que ce n'est pas le ministère de la Santé, justement, que c'est à côté du ministère, et qu'il y a un parti pris scientifique. Donc tout ça me semble des atouts pour que la CTV puisse jouer un rôle important et soit crédible dans ses recommandations. L'implication des usagers, je l'ai dit, me semble important à la fois dans les décisions, et donc il y a à la CTV des usagers, dans le choix des messages et dans les autres modes de communication. Alors je reviens là-dessus, mais effectivement, je disais que la visibilité était améliorée, la visibilité du programme de travail aussi, puisqu'on est souvent, mais je crois que je reconnais que c'est un défaut, c'est-à-dire que le programme de travail de la CTV n'est pas tellement bien connu. Il faut dire aussi qu'il n'est pas très bien connu parce que nous-mêmes, nous ne le connaissons pas forcément, dans la mesure où il est souvent battu en brèche par des saisines qui interviennent alors qu'on ne les a pas prévues. Du coup, le programme de travail est modifié. Donc on a un programme de travail théorique, mais parfois on n'arrive pas forcément à le tenir. Un autre point qui me paraît important en matière de crédibilité, c'est que tout vaccin n'est pas recommandé. Et le fait que la CTV ne recommande pas tous les vaccins qu'on lui propose me semble un point important en matière de crédibilité. Ça veut dire que ce n'est pas une instance d'enregistrement des vaccins. Et ça me paraît être un point important. Alors, ce qu'on a fait en 2019 et qui peut aller dans le sens d'une amélioration de l'acceptabilité vaccinale, c'est on a vu un certain nombre de protocoles de coopération. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces protocoles de coopération qui sont des trucs, on ne peut pas dire autrement, extrêmement lourds et compliqués, mais qui ont pour objectif, en général, de faciliter l'exercice, par exemple, de la vaccination par les infirmières. Donc on en a passé plusieurs, ils sont favorables en général, mais effectivement c'est des procédés assez compliqués, assez lourds, mais qui permettent quand même d'élargir un petit peu et de faciliter la réalisation de vaccinations, notamment dans les centres de dépistage, notamment dans les services de santé au voyage par les infirmières. Ce qu'on a fait, donc je vous l'ai dit, on a rendu un avis sur l'élargissement des compétences des professions pratiquant la vaccination antigrippale et que ça va être suivi par les autres vaccinations. Et on a essayé, dans un certain nombre de cas, de simplifier le calendrier vaccinal. Dans le programme de travail va sortir très récemment, puisque le travail est terminé, maintenant c'est un travail de synthèse qui est en train d'être fait, c'est des recommandations en matière de statut vaccinal inconnu, que faire quand quelqu'un se présente et on ne connaît pas son statut vaccinal, soit parce qu'il s'agit d'un migrant récent ou réfugié, ou simplement tout un chacun qui n'a pas. Et donc ça, c'est une question extrêmement fréquente, et je pense que c'est un gros travail, hein, et un peu, à nouveau, ça aboutit à quelque chose d'assez lourd, assez compliqué, mais je pense que ce sera très utile pour tous
toutes les structures là, qui sont amenées à recevoir des gens qui viennent un petit peu dans des situations de migration ou qui viennent simplement pour réclamer des soins. Et je pense que ça pourra aider beaucoup à réaliser les vaccinations dans ces structures. On va très prochainement, et je pense que ce sera pour le 2e ou plus tard le 3e trimestre 2019, pouvoir recommander la vaccination coqueluche pour les femmes enceintes, qui me semble un message fort qui devrait ouvrir un petit peu plus encore, si on peut, la vaccination dans les hôpitaux, puisque ce sera fait chez les femmes enceintes, mais aussi et par les services enfin, ce sera recommandé. Il semble que l'acceptabilité, là, il y a eu plusieurs études qui sont en cours, et l'acceptabilité de la vaccination coqueluche chez les femmes enceintes, elle est bonne chez les femmes enceintes, et elle est assez bonne aussi, très bonne, chez les professionnels, notamment les sages-femmes. Donc je pense qu'il n'y a pas d'obstacle majeur à ce qu'on puisse, on est quand même assez en retard là-dessus, je pense qu'on va pouvoir y aller. L'élargissement des compétences, on en a parlé, les protocoles de coopération aussi, HPV garçons, je vous en ai parlé, les obligations professionnelles, c'est un autre sujet qui sera probablement plutôt en 2019, et vous savez que dans la série des non-recommandations, plutôt des suppressions d'obligations, on a pu très récemment donner un avis de suppression ou de suppression de l'obligation BCG pour les professionnels de santé, qui est donc passé, enfin qui est passé sous forme d'un décret par le ministère de la Santé. Donc là, voilà, je pense que oui, pour conclure et donner quelques mots de ce qui me paraissait important, c'est, je pense, une meilleure communication vers les professionnels de santé. Nous, à la HAS et notamment à la CTV, je pense quand même que notre public principal, ce sont les professionnels de santé et les médecins, essentiellement les médecins. Donc je pense qu'il faut qu'on s'adresse aux médecins. Et peut-être que la seule recommandation, si vous voulez, à la fois soit l'avis, soit les recommandations comme elles existent, qui sont des pavés énormes, peut-être on pourrait imaginer d'avoir des recommandations beaucoup plus claires sous forme, vous savez, à la HAS, il y a un certain nombre de fiches de type de recours, ce qui s'appelle des fiches mémo, qui sont par exemple, ou des recommandations de bonnes pratiques, qui sont assez destinées aux médecins, qui sont très pratiques et qui sont faites pour ça. Et je pense qu'on pourrait imaginer que les productions de l'ACTV ne se limitent pas aux grosses recommandations, comme je disais, qui sont sur le site, mais qu'elles se traduisent aussi par des fiches mémo ou des recommandations de bonnes pratiques. D'introduire des indicateurs donc, de vaccination pour les établissements de santé, et puis peut-être aussi d'élaborer des SAM, c'est-à-dire ce sont des messages d'alerte qui peuvent arriver chez le pharmacien ou chez le médecin. Là, pour soit éventuellement l'inciter à proposer la vaccination, soit l'alerter sur... Actuellement, on a un petit problème, vous allez me dire que c'est un petit peu connexe, mais ça nous montre qu'on peut utiliser ce type d'outils. C'est la question du garde d'asile 9. Il y a encore des primo-prescriptions de garde d'asile 4 en France. Et donc, pour que ça ne puisse pas se produire, on pourrait imaginer qu'il y ait des messages qui puissent être directement adressés soit aux médecins, soit aux pharmaciens, pour que toute primo-vaccination HPV se fasse par garde d'asile 9 et pas par garde d'asile 4. Voilà, écoutez, j'ai l'impression que je me répète, donc je pense que l'atout qu'on a, je reviens dessus là, pour terminer peut-être, c'est d'utiliser le potentiel de neutralité scientifique et l'indépendance de la HAS pour faire connaître les recommandations et un certain nombre de propositions, d'informations qui ne paraissent pas qui ne puissent pas être mises en cause pour les raisons habituellement invoquées. Voilà, je vais m'arrêter là.